Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. L'audience d'aujourd'hui verra d'abord la déclaration de Nguyen Chia. Nguyen Chia va faire une déclaration sur la déposition de Kang Gak Eo alias Deutsch. Après quoi, la parole sera donnée aux juges pour leur interrogatoire de l'accusé Nguyen Chia, s'ils souhaitent déposer à cette étape du procès. La Chambre a aussi prévu d'entendre la déposition d'un témoin. Cela a été communiqué aux parties. Nous entendrons tout de suite le témoin tout de suite si Nguyen Chia se prévaut de son droit de ne pas déposer au procès. Madame la greffière, veuillez indiquer à la Chambre la présence des parties. La greffière. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, les coprocureurs sont présents. Messieurs Nguyen Chia, Ieng Sary et Khieu Samphan sont présents. La défense de Nguyen Chia est présente. La défense de Ieng Sary est présente, mais seul son conseil cambodgien est présent. Quant à l'équipe de défense de Khieu Samphan, ses conseils sont présents. Le témoin TCW 617, témoin cité à comparaître, est prêt à être interrogé. Ce témoin n'a aucun lien de parenté avec les parties à la procédure et le témoin a déjà prêté serment. Le président. Je vous remercie. Personnel, garde de sécurité, veuillez accompagner Nguyen Chia au box des accusés. Maître Pao. Monsieur le Président, bonjour Madame, Messieurs les juges et bonjour à toutes les parties et au public. J'ai quelques observations à faire avant que l'on passe à l'interrogatoire de Nguyen Chia. Si vous me permettez de prendre quelques minutes ce matin pour ce faire. Nous avons reçu le courriel que nous a envoyé la juriste hors classe par lequel elle nous informait que nous n'avons pas le droit de présenter des arguments ce matin. Nous allons bien sûr nous conformer à cette décision et nous ne ferons pas les observations orales que nous entendions faire ce matin. Toutefois, nous souhaitons dire que ces questions auraient traité de préoccupations portant sur les droits à un procès équitable survenu lors de l'interrogatoire de Deutsch. Ce sont des questions donc de procès équitable et nous considérons que de tels sujets doivent être discutés en débat public pour que la population et le public puissent entendre. Une audience publique signifie que les préoccupations de la défense quant à la violation des droits à un procès équitable de nos clients devraient faire l'objet d'un débat public et ne devraient pas être reléguées à de simples écritures. Je vous remercie pour votre attention. C'était tout ce que nous souhaitions dire et nous voulons. Laissons maintenant laisser la parole à la Chambre pour l'interrogatoire de Nguyen Chia.
សូមអញ្ជើញលោកនួនជាដោយ Le président. Monsieur Nouenchia, la Chambre vous laisse la parole. Avant que la Chambre entende la déposition de Deutsch, vous aviez dit que vous souhaitiez faire une déclaration. Vous n'aviez pas pu le faire au début et cette possibilité vous a été donnée à l'issue de la déposition de Deutsch. La Chambre a trouvé qu'il était difficile de vous laisser prendre la parole sur ce sujet avant le Nouvel An Khmer, et c'est pourquoi, aujourd'hui, vous avez la possibilité de présenter des observations, de faire une déclaration, si vous le souhaitez, sur le témoignage de Kangek et Wallace Deutsch. La Chambre vous laisse maintenant la parole. Nouenchia. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, chers compatriotes, je serai très bref. Mes observations seront authentiques et dans l'intérêt de la justice. Je souhaite informer le peuple cambodgien. Je n'ai à aucun moment été responsable des activités de S-21. Ce dont Deutsch m'accuse est faux, mensonger et injuste à mon égard. Je n'ai jamais donné quelque ordre que ce soit. Je n'ai jamais reçu de document de la part de Deutsch. Je n'ai jamais été son supérieur. Deutsch est éloquent, c'est une personne d'expérience, a participé à plusieurs procédures judiciaires et il régnait une certaine confusion. Par moments, il ne pouvait pas reconnaître les écritures sur les documents. Il a fait des erreurs. Il a mépris des écritures de Pol Pot pour les miennes. Et c'est pourquoi je demande à la Cour de laisser de côté toute accusation que Deutsch a formulée. Si Deutsch a de telles écritures en sa possession, qu'il me les présente. Je souhaite aussi informer la Chambre. Je ne souhaite pas répondre aux réponses de quelque parti que ce soit pour l'instant. Je vous remercie. Le Président. Monsieur Nouenchia, exercez-vous alors votre droit de ne pas répondre aux questions des partis? Nous comprenons que c'est ce que vous dites. Qu'en est-il aux questions des juges? Exercez-vous votre droit de ne pas déposer au procès et de ne pas répondre à ces questions? Nouenchia. Monsieur le Président, je suis désolé, je ne crois pas avoir compris votre question. Le Président. Vous venez de nous dire que vous exerciez votre droit de ne pas répondre aux questions des partis. La Chambre, c'est-à-dire les juges,
ne sont pas une partie à la procédure. La Chambre, plutôt les juges, sont là pour juger. Et vous avez dit que vous exercez votre droit de ne pas répondre aux questions des parties. Qu'en est-il des questions des juges? Souhaitez-vous ne pas répondre à ces questions aussi? La Chambre a déjà clairement indiqué qu'après votre intervention, elle souhaite vous poser des questions sur les faits pertinents au dossier 002/1. Pouvez-vous donc indiquer à la Chambre si vous exercez votre droit de ne pas répondre aux questions de la Chambre ainsi qu'aux questions des parties? Nguyen Chia. Monsieur le Président, puis-je discuter avec mes conseils? Le Président, bien sûr. Le Président. Garde de sécurité, veuillez vous retirer, de sorte à ce que Nguyen Chia puisse s'entretenir avec son conseil. Le Président. Veuillez attendre que votre micro soit allumé avant de parler. Nguyen Chia. Monsieur le Président, j'aimerais exercer mon droit de garder le silence. Le Président. Donc vous ne souhaitez ne pas répondre aux questions des juges. Est-ce bien cela? Le Président. Nguyen Chia. Je dois en discuter avec mes conseils. Le Président. Avez-vous eu cette discussion ou souhaitez-vous vous entretenir une fois de plus avec vos conseils? Veuillez écouter la question avec attention. La Chambre entend ce que vous dites. Vous avez indiqué que vous souhaitez vous prévaloir de votre droit de garder le silence ou de ne pas répondre aux questions des parties. La Chambre l'a bien noté. La question que je vous pose maintenant, si les juges vous posent des questions, voulez-vous répondre aux questions des juges? L'audience d'aujourd'hui est prévue pour les questions des juges. Et vous avez dit que vous exercez votre droit de ne pas répondre aux questions. Et nous voulons savoir si ce droit de garder le silence vaut aussi pour les juges, tant que pour les parties. Nguyen Chia. Monsieur le Président, j'aimerais dire une fois de plus que je souhaite garder le silence. Le Président. Je vous remercie. La Chambre note la position. Le procureur demande la parole. Allez-y. Le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Nous souhaitons que notre position soit bien claire sur cette question. Une requête
pendante traite déjà de cette question et c'est particulièrement préoccupant car l'équipe de défense de Nuon Chea avait été prévenue que s'il devait faire une déclaration, il allait subir un interrogatoire et le sachant pertinemment, il a choisi de faire sa déclaration et ensuite refuse de répondre aux questions. Comme nous l'avons présenté dans notre requête, il est tout à fait inapproprié qu'un accusé renonce à son droit de garder le silence, faire une déclaration, de dire qu'il est innocent, qu'il n'a jamais eu quoi que ce soit à voir avec S21, que la personne qui l'a dénoncé était un menteur, pour par la suite refuser de répondre à des questions. Il y a des conséquences à ce type de geste et il ne faut accorder aucun poids à sa déclaration d'innocence. Le président. Le procureur peut-il attendre? Nuon Chea semble avoir des difficultés à entendre l'interprétation de vos propos en khmer. Monsieur l'huissier d'audience, veuillez vous assurer que les piles de son écouteur fonctionnent bien. Nuon Chea អត់លោកស្ដាប់មិនបានទាំងស្រុងបាញ់មិញនេះដែលនិយាយដោយ Le président. Monsieur Nuon Chea, pouvez-vous dire à la Chambre si vous avez raté ce que le procureur a dit? Avez-vous entendu une partie peut-être ou n'avez-vous rien entendu de ce qu'il a dit? Nuon Chea. Monsieur le président, je n'ai rien entendu de ce qu'a dit le procureur. Le président. Monsieur le procureur, pouvez-vous répéter ce que vous avez dit? Le procureur. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, une motion, une requête, dis-je, a été déposée et il n'est pas pratique, acceptable de laisser un accusé renoncer à son droit de garder le silence, de faire une déclaration à la Cour disant, enfin, essentiellement qu'il n'a rien fait, qu'il n'a rien à voir avec S21. Deutsch, la personne qui m'accuse, ment. Donc, d'affirmer une telle chose et par la suite refuser de répondre aux questions qui viendraient mettre à l'épreuve ce qu'il a dit. Comme nous l'avons indiqué dans notre requête, il y a des conséquences lorsqu'un accusé joue ce type de jeu et aucune valeur ne doit être accordée à sa déclaration d'innocence et aussi, comme nous l'avons indiqué dans notre requête, que l'on puisse tirer des conclusions négatives lorsqu'un accusé refuse de répondre aux questions. Il est donc important que l'accusé le sache. Et après que la Chambre tranche sur la requête que nous avons déposée, nous pourrions revoir cette question et peut-être que l'accusé souhaitera revoir sa position, répondre aux questions. Et nous aimerions que soit noté quelle question plutôt, à quelle question l'accusé refuse de répondre. Nous attendons que la requête soit tranchée par la Chambre, mais nous voulions que notre position soit bien claire là-dessus. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président. Je vous remercie, Monsieur le Procureur. La parole est à la partie civile. Maître Sonarouane, puis-je répondre au procureur? Messieurs les juges, bonjour tout d'abord et bonjour à tous. Permettez-nous quand même au nom des parties civiles de nous indigner de cette position et de nous en indigner également d'un point de vue juridique. Ainsi, M. Nuon Chea considère que quand il en a envie, il pourrait faire des déclarations, sortir de son silence, dire 3 mots, dans son intérêt bien sûr, et puis se retrancher à nouveau dans son silence. Alors, la première question qui se pose, c'est
Qu'est-ce que c'est que cette possibilité de déclaration? Qu'est-ce que c'est que ce droit de faire des déclarations ainsi ponctuellement quand on en a envie? Quel est le statut juridique de cette déclaration? On ne trouve pas dans le règlement intérieur de possibilité de se comporter de la sorte. Mais surtout, à côté de cela, M. Nunchia considère qu'il peut s'écarter de toute confrontation, qu'il peut faire des déclarations comme il en a envie, alors que la confrontation aux autres, la confrontation aux témoins, la confrontation aux parties, c'est une obligation pour toutes les parties ici, et c'est aussi ce qui fait qu'un procès est équitable. Le procès équitable, ce n'est pas le droit seulement de la défense, c'est aussi le droit des parties civiles, c'est le droit de la société cambodgienne que représente le procureur, c'est un droit pour tous. Et si M. Nunchia continue d'intervenir de cette façon uniquement quand il en a envie, sans se soumettre aux questions, il ne respecte pas cette règle essentielle qui est celle du procès équitable, qui est la règle 21 de notre règlement intérieur. Et puis je voudrais ajouter ceci. M. Nunchia se retranche toujours, il n'est pas le seul d'ailleurs, derrière son droit au silence. Alors je crois qu'il faut que les choses soient claires. Le droit au silence devant une juridiction de droit romano-germanique, ça n'est pas exactement le droit au silence des juridictions de common law. Pourquoi? Parce que devant les juridictions de common law, quand un accusé parle, il parle sous serment. Ici, il ne parle pas sous serment. Et par conséquent, ce poids du serment ne pèse pas sur la parole de cet accusé. Et le droit au silence ne peut pas s'entendre ici d'un droit absolu qui passerait par-dessus le caractère équitable du procès, qui passerait par-dessus le droit des parties d'être confrontées à chaque accusé, et qui octroierait ainsi cette espèce de droit totalement arbitraire et totalement surdimensionné à un accusé de faire des déclarations dans son seul intérêt sans accepter aucunement d'être contredit. Donc nous considérons qu'il n'est pas question que la Chambre accorde à l'avenir des droits de parole de cette sorte à un accusé sans qu'on puisse au moins lui poser quelques questions. Je vous remercie. Le président. Oui, la parole est au Conseil de Nunchia. Maître Sonaron. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, j'aimerais répondre tant au procureur qu'à la partie civile. Monsieur Nunchia a dit clairement qu'il souhaitait parler brièvement pendant 3 à 5 minutes. Et ce, il a demandé avant même que l'on entende Kangeki alias Deutsch. Le président a indiqué qu'il pourrait le faire plus tard. Nous avons, c'est-à-dire que nous nous sommes conformés à cette décision de la Chambre. La semaine dernière, Nunchia a exprimé son souhait de s'exprimer et la Chambre a choisi de lui laisser la parole aujourd'hui. Il a été très bref, c'était moins d'une page ce qu'il a lu. Et il souhaitait simplement répondre aux accusations de Deutsch et a indiqué clairement qu'il ne souhaitait pas répondre aux questions des partis et de la Chambre. Et a dit qu'il souhaitait s'entretenir avec ses conseils sur toute autre question. Cela ne veut pas dire qu'il exerce son droit de garder le silence tout au long du procès, mais il souhaite simplement s'entretenir avec ses conseils au moment opportun. Le président, monsieur le procureur, avez-vous une autre question à soulever?
S'il s'agit toujours de la même question, vous ne pouvez prendre la parole, à moins que vous ayez de nouveaux arguments. Je voudrais rappeler à la Cour qu'un mémoire a été produit la semaine dernière en disant que si l'accusé faisait une déclaration, qu'il serait l'objet d'un interrogatoire. Merci. អនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងឲ្យនាំលោកនួនជាទៅកាន់ទីកន្លែងសម្រាប់ L'interprète s'excuse, il y a un problème technique. អត់មានអ្នកបកប្រែជប់ អនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងឲ្យនាំនួនជាទៅកាន់កន្លែងសម្រាប់គាត់ដែលនៅពីក្រោយមេធាវីរបស់គាត់ L'interprétation française s'excuse. C'est toujours tout aussi impossible d'interpréter. Il y a un brouillage épouvantable dans le canal. អាចដំណើរការបានឬអត់ បាទឥឡូវនេះយើងបន្តទៅកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីមួយរូបដែលអង្គជំរះបានគ្រូ Le président. La Chambre va maintenant entendre la déposition du témoin prévue pour ce matin. Dans la mesure où l'accusé Nunchea a décidé d'exercer son droit à garder le silence, la Chambre va convoquer le témoin TCW 617. La Chambre souhaite faire savoir aux parties que si l'accusé exerce son droit à garder le silence, la Chambre rendra sa décision après la pause. Veuillez l'huissier est prié de faire entrer le témoin TCW 617. Le président,
L'huissier, veuillez vérifier que ces écouteurs sont bien en place et que le témoin peut effectivement entendre l'interprétation. Le président. Bonjour, monsieur le témoin. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Comment vous appelez-vous? Réponse. Président. Veuillez, s'il vous plaît, répondre dans un microphone activé. Le président. Comment vous appelez-vous? Réponse. Je m'appelle Sotung. Question. Avez-vous un pseudonyme, un alias? Attendez de voir votre microphone allumé avant de répondre à la question. Ne vous précipitez pas. Alors, avez-vous un pseudonyme? Non, je n'ai pas de pseudonyme. Question. Quel âge avez-vous? Réponse. 62 ans. Question. Quelle est votre profession? Réponse. Paysan. Agriculteur. Question. Quel est le nom de votre père? Mon père s'appelait Jia. Question. Quel est le nom de votre mère? Réponse. Yim. Question. Combien d'enfants avez-vous? Réponse. 9. Question. Monsieur Sotung, d'après le rapport du greffier, au mieux de vos connaissances, vous n'êtes en aucune façon lié à qui que ce soit dans les parties civiles, ni avec la personne mise en examen. C'est correct? Réponse, c'est correct. Et question, le greffier indique également que vous avez déjà prêté serment. Est-ce correct? Réponse, c'est correct. Président, avant de vous poser des questions, la Chambre souhaite vous informer de vos droits et obligations. Monsieur Sotung, en tant que témoin pour la présente procédure, vous avez le droit d'exercer, vous avez la possibilité d'exercer votre droit à ne pas vous auto-incriminer dans les réponses que vous fournirez. Cela signifie, à toutes fins utiles, que dans toute déclaration de votre part, s'il y a la moindre possibilité de vous incriminer vous-même, vous avez le droit de ne pas répondre. Cependant, en tant que témoin, vous avez l'obligation, par ailleurs, de répondre aux questions posées par les parties et par les juges. Hormis les situations où ces questions peuvent entraîner une réponse auto-incriminante, selon ce que je viens de vous dire. Par ailleurs, vous avez l'obligation, bien entendu, de dire la vérité et seulement la vérité.
selon l'expérience personnelle que vous avez pu avoir. Est-ce que vous comprenez clairement les droits et obligations dont je viens de faire état? Réponse. Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Le Président, encore une fois, si une question qui vous est posée peut entraîner une réponse de votre part qui donnerait des éléments vous incriminant, vous avez le droit de ne pas répondre. Cela est votre droit. Vous avez l'obligation de répondre aux questions, mais vous avez le droit de ne pas répondre sur tout point où vous risquez de vous incriminer vous-même. Cela, cependant, sachant que vous devez dire la vérité, toute la vérité, seulement la vérité, concernant toute situation relevant de votre expérience directe. អង្គជំរះសូមជម្រាបតំណាងថាប្រញ្ញាថាក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពិភាក្សាដេញដោលក្នុងការស្ដាប់ De plus, la Chambre souhaite informer le procureur de ce que, dans cette audience des propos du témoin, la Chambre accordera au procureur le premier tour, les premières questions seront posées par le bureau du procureur. Le Président, je note cependant que la défense de Nunchia souhaite prendre la parole. Vous avez la parole. Bonjour, Madame, Messieurs les juges. J'ai une brève intervention à faire pour ce qui est de ce que vous venez de dire par rapport à la règle 28. Pour que tout soit bien clair et équitable, le présent témoin doit bien comprendre la position déclarée du bureau du co-procureur concernant l'auto-incrimination. La poursuite le concernant reste toujours une possibilité. Je cite le bureau du co-procureur en date du 3 avril 2012. Le présent témoin il est impératif qu'il comprenne pleinement tout ce que vous lui avez dit, Monsieur le Président, et nous pensons qu'il n'a pas tout compris. Il a reçu des assurances de la part des co-juges d'instruction, des co-procureurs, mais il faut qu'il soit tout à fait clair à son esprit que le bureau du co-procureur n'interdit pas intégralement la possibilité de poursuite. Je passe maintenant à la règle 28.3 qui dit que là où les co-juges d'instruction déterminent qu'un témoin doit répondre à une ou plusieurs questions, ils peuvent lui garantir à l'avance que les éléments de preuve dans sa déposition resteront confidentiels, ne seront pas révélés au public et ou ne seront pas utilisés directement ou indirectement contre lui dans le cadre de toute poursuite ultérieure devant les CETC. Donc, cette cour, les CETC, a la faculté de donner cette assurance. Cependant, elle n'est pas en mesure d'assurer ce témoin qu'il ne sera pas poursuivi devant les juridictions nationales. Il est donc toujours possible qu'il se trouve poursuivi devant les tribunaux nationaux, même si la probabilité est faible. Toujours dans la règle 28, si la ligne 8, si une partie se rend compte que la déposition d'un témoin risque d'incriminer son auteur, ils en informent les co-juges d'instruction échange et demandent une audition à huis clos. Donc là, je voudrais invoquer la règle 28.8 aussi, dans la mesure où le témoin a déjà dans le passé exprimé des craintes de poursuite, dans la mesure où les co-juges d'instruction ou les co-procureurs ont
fourni certaines assurances. Je pense qu'il est maintenant nécessaire, dans toutes les mesures du possible, que cette Chambre fournisse ces mêmes assurances et sans doute serait-il nécessaire maintenant de passer en audience à huis clos en vertu de cette règle 28.8. Merci, Monsieur le Président. Le Président. Le coprocureur international, vous avez la parole. Monsieur le Président, le Conseil a choisi de prendre la parole sur ce point devant le témoin en séance publique. Cela me trouble. La demande d'une séance à huis clos aurait dû intervenir dès le début. Si nous avons à traiter plus avant de cette question, effectivement, le huis clos serait souhaitable. Cependant, cette intervention a été faite totalement hors contexte. Rien n'autorise le témoin à avoir la moindre préoccupation en la matière. Que le Conseil à la défense soulève cette question maintenant, nous trouvons cela tout à fait incorrect. Le Président. Co-avocat principal des parties civiles. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Les avocats des parties civiles se trouvent fort surpris si le Conseil à la défense de M. Nunchia soulève ce point en particulier et devant ce témoin-ci. D'autres témoins déjà entendus par cette Cour n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration de ce type de la part de la défense. Il est important que le témoin fournisse la vérité et exclusivement la vérité, seulement la vérité. D'après la loi qui régit ces chambres, il n'y a que deux catégories d'individus qui peuvent être soumis à poursuite. Ceux qui ont le maximum de responsabilité et les leaders du Kampuchea démocratique. Ce ne sont donc que certains individus d'un profil bien particulier qui sont justiciables devant cette devant cette Cour. En ce qui concerne le présent témoin, il me semble bien que aucune des questions susceptibles de lui être posées ne risque de mener à des réponses auto-incriminantes. Et en tant que témoin, il n'a pas à craindre pour lui-même devant cette chambre, devant cette Cour. Donc, le Président, le Conseil à la défense, vous avez la parole. La défense. Je n'ai rien révélé d'une nature confidentielle. Je n'ai évoqué aucun point du témoignage de ce témoin. Cela serait manifestement le sujet qui entraînerait le passage en huis clos. Ma déclaration était parfaitement intentionnelle et intentionnellement limitée à la procédure et sans évoquer le moindre fait. Une situation similaire avait surgi dans le cas de Doig. Le coprocureur international avait évoqué le même genre de préoccupation et personne n'a soulevé d'objection. Troisièmement, toutes les parties ont obligation de soulever ce problème. Quiconque dans ce prétoire qui a conscience de ce que le témoignage d'un témoin porte un risque d'auto-incrimination. Et la formule est très large, a une portée très large. Donc, si nous savons qu'il y a un risque d'auto-incrimination, la défense pouvait soulever cette question et les autres parties pouvaient également soulever cette question. En réponse aux parties civiles, enfin,
Je ne parle pas des éléments de juridiction, de compétence de ce tribunal. Je parle de la capacité du présent tribunal à fournir à ce témoin ou à tout autre témoin des assurances concrètes, légitimes et efficaces de garantie contre toute poursuite dans le cadre du droit national. Cette possibilité reste, même si la probabilité est faible, la possibilité existe de voir un témoin poursuivi devant les juridictions nationales. Le président. Le coprocureur, vous avez maintenant la parole pour poser vos questions aux témoins. Merci, Monsieur le Président, dit le coprocureur national. Première question. Quand avez-vous rallié la Révolution? J'entends, dit la défense, que ma requête a été rejetée. Est-ce que j'ai bien compris que ma requête était rejetée? Le président, d'après ce que j'ai pu entendre en Khmer, il n'y a pas de proposition concrète dans votre intervention. Donc je ne saisis pas bien ce que vous proposez. Vous avez parlé au conditionnel, vous avez parlé d'une possibilité, je pense. Ah, je vais être très clair, dit la défense. Je fais une requête selon la règle 28.8 que nous passions en huis clos. So that the issue of self-incrimination can... Afin de ne pas courir le risque de l'auto-incrimination. Le président. Alors, la demande de la part de la défense pour Nunchia n'est pas accordée. La demande de passer en huis clos n'est pas accordée. Deuxièmement, la Chambre souhaite rappeler aux parties que lorsqu'elle souhaite soumettre une requête
visant à demander la tenue de l'audience à huis clos, cela doit être indiqué suffisamment à l'avance avant que l'on introduise le témoin dans le prétoire. De plus, cette requête doit être formulée de la manière la plus précise possible pour éviter tout risque d'incohérence ou de manque de clarté. Merci, Monsieur le Président. Veuillez faire noter au procès-verbal que nous nous insurgeons contre cette décision. Bien, dit le Président, je donne maintenant la parole au procureur qui va poser ses questions aux témoins. Le procureur cambodgien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je répète ma question. À quel moment avez-vous rallié la révolution ? Réponse en 1968. Question. À cette époque-là, qui a été votre point de contact qui vous a recruté? C'est Im qui m'a contacté et m'a coopté. Question. À l'époque, vous résidiez où? Réponse. Je ne me souviens pas. Dans le district de Nomien. J'étais très jeune à l'époque. Alors, vous avez parlé, question, vous avez parlé de Ing. Quel était son rôle à lui dans la Révolution? Réponse, il était au niveau supérieur. À quel niveau supérieur? Ça, je ne sais pas. Question. Quel était son rôle à ce Ing? Réponse, il était un chef d'un certain niveau dans la région, dans la zone nord-est. Question. Lorsque vous avez rallié la révolution en 68, quel était votre titre? J'ai en fait été transféré d'un lieu à l'autre. Question. Est-ce que vous étiez membre du Parti communiste du Cambodge? Réponse non. Question. Donc, pendant le Cambodge démocratique, est-ce que vous étiez un membre de la Ligue des jeunesses communistes? Réponse oui, j'étais membre de la Ligue des jeunesses communistes. Le président, il y a un problème technique. Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'est-ce qui s'est passé depuis le nouvel an Khmer? Le président. Oui, la parole est
au procureur cambodgien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous souvenez-vous, quand exactement vous vous êtes joint aux jeunesses communistes? La réponse, je ne me souviens pas. Le procureur, c'était en 1972 peut-être? Who was the person who introduced you to the Question. Quelle est la personne qui vous a présenté à la Ligue des jeunesses communistes? Réponse. Il s'agissait de quelqu'un du nom de Kou. Question. in the youth league? Had you ever attended any study sessions or meetings? Quand vous étiez dans les jeunesses communistes, avez-vous participé à des séances d'éducation sur la ligne politique, les politiques, l'idéologie? Réponse, non. Question. Ever received any party's documents? Response. No. Avez-vous reçu des documents du parti? Réponse, non. A small diary, J'ai reçu un petit cahier, education on ethical code. ou un carnet qui portait sur l'éducation d'un code de conduite, code de bon comportement. Question. Did you ever see the revolutionary flag? Avez-vous déjà lu ou vu le magazine Étendard révolutionnaire? Because Réponse, couldn't write. non, car j'étais analphabète à l'époque. Question. Pouvez-vous décrire vos activités alors que vous avez servi la Révolution de 68 à 75? Où étiez-vous? Qu'avez-vous fait? Réponse. En 1968, j'étais dans une brigade d'enfants, 15 enfants dans une unité mobile et nous nous déplacions. Nous ne restions jamais au même endroit pendant bien longtemps. Question. Were you ever being drafted or signed up in the Avez-vous été response? No, I wouldn't. conscrit ou avez-vous déjà servi dans les forces militaires? Avez-vous été au front? Réponse, non, jamais, j'étais trop jeune. Question. Avant le 17 avril 1975, Did you ever live in an office named avez-vous déjà vécu dans un bureau du nom de code B20? Réponse, non. Question. Connaissez-vous le bureau B20? Réponse, non. J'en ai entendu parler, mais je ne le connais pas. Question. Could you tell us how you heard of B20? Pouvez-vous nous dire comment vous avez entendu parler de B20? Réponse. The transportation unit C'était des gens de l'unité des transports qui parlaient de B20. that B20 were tasked Ils disaient transporting vegetables que B20 avait la responsabilité du transport des légumes et du bétail. Question. Savez-vous où se trouve B20? Réponse. Non.
នៅក្នុងការឆ្លើយរបស់លោកជូនចំពោះ Question. Before the co-investigating judges, you made clear Vous avez déclaré devant les co-juges d'instruction, il s'agit du document E3 barre 103, ou plutôt D234 barre 23 ou E3 barre 243. Bon, vous avez dit que devant les co-juges d'instruction que vous aviez été à B20. Est-ce que vous maintenez cette position? Réponse. Je pense que B20 se trouve quelque part sur la route en direction de Tul Sangkai. Bon, cela s'est produit il y a bien longtemps et je ne m'en souviens pas très bien. Question. Vous avez parlé du kilomètre numéro 10 ou de la borne 10. Où est-ce? Réponse. Il s'agit... C'est à Kampong Cham. Question. Vous souvenez-vous du nom de commune ou de village? Réponse. Non. Question. Savez-vous si des dirigeants du parti étaient déjà été à B20? Réponse non, je ne sais pas. Question. Bon, le 17 avril 1975, où habitiez-vous? Réponse. Oui. Après que j'ai quitté l'unité d'enfants, je suis allé à un endroit du nom de Camille. Question. Vous dites Camille. Quand y êtes-vous allé? Y êtes-vous allé avant le 17 avril 75 ou après? Réponse, peut-être que c'était en 1975. Question. Avant d'être là où était Monsieur Kam-mi, où habitiez-vous? Réponse. Oui, j'étais membre de l'unité de protection. Question. Pouvez-vous nous dire comment s'appelait cette unité? Réponse. Je ne me souviens pas très bien. Je pense que c'était Yo 10. Question. Faisiez-vous partie de cette unité lorsque vous êtes arrivé à Phnom Penh? Réponse. Oui. Question. Quand vous étiez à Phnom Penh, où habitiez-vous? Réponse. J'étais là où Pol Pot avait fait pousser des... Donc plutôt là où il y avait la production maraîchère, mais je ne me souviens plus très bien du nom. Question. Vous avez indiqué qu'avant d'arriver à Phnom Penh, vous étiez à cet endroit de production maraîchère. Était-ce B20 ou ailleurs? Réponse. Non, c'était B20. Question.
AB20, avez-vous vu des dirigeants y venir? Réponse. Je ne voyais que des gens ordinaires qui construisaient un barrage. Question. Pouvez-vous nous décrire un peu vos fonctions à B20? Réponse. Non, je ne faisais rien. Je ne faisais qu'aider à transporter des légumes et aussi des munitions. Il m'arrivait d'aider à transporter du riz. Question. Étiez-vous au courant de l'évacuation de la population de Phnom Penh à l'époque? Réponse. Je ne sais pas très bien. Quand je suis arrivé à Phnom Penh, j'ai remarqué que la ville était déserte. Il n'y avait personne dans les rues. Question. Là où vous y étiez avant de venir à Phnom Penh, avez-vous remarqué que des gens avaient été évacués vers cet endroit? Réponse. Oui, j'ai remarqué que des gens marchaient le long des routes hors de Phnom Penh. Question. Vous souvenez-vous comment ces personnes étaient traitées? Réponse. Non, je ne sais pas. Question. Avez-vous reçu des instructions quant au traitement que vous deviez réserver aux personnes évacuées des villes de Phnom Penh après 1975? Réponse, non, je n'ai pas reçu d'instructions de ce genre. Question. Après la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges en 1975, où étiez-vous à Phnom Penh? Réponse. Je ne me souviens pas bien quand je suis arrivé à Phnom Penh, mais je suis certain que c'était après la libération de la ville. Question. Pouvez-vous nous décrire Phnom Penh quand vous y êtes arrivé? Réponse. Phnom Penh était occupé par les forces militaires et personne d'autre. Question. Donc on ne voyait personne d'autre dans les rues? Réponse. Il y avait très peu de personnes, en effet. Question. Très peu. C'est quelques personnes. Que faisaient-elles? Réponse. Je n'en sais rien. Question. Quand vous êtes venu à Phnom Penh en 1975, y êtes-vous resté après la chute du régime en 1979? Réponse. J'étais allé à plusieurs endroits. Question. Vous avez dit que quand vous êtes venu
À Phnom Penh, vous étiez à l'endroit de Camille. Qu'est-ce que c'est? Réponse. C'est l'unité Y10, l'unité de protection. Question. Vous souvenez-vous qui vous a amené à Phnom Penh travailler dans cette unité? Réponse. There were two people, Il y avait deux personnes. Brother Man, Il y avait le frère Kou et le frère Mang. response. These people accompanied or Question. you were in Ces personnes étaient avec vous alors que vous étiez other than these people, à Phnom Penh. Qui vous a accompagné à Phnom Penh? only those two. Réponse. Seules ces deux personnes étaient avec moi. Question. Who were brought to Phnom Penh? Quand vous êtes, quand vous avez été emmené à Phnom Penh, vous avez dit que votre tâche était de travailler au sein de l'unité de Yo 10. Quelle était votre tâche? Quelles étaient vos responsabilités? Réponse. J'étais garde d'un endroit. Question. Were you assigned to provide security Deviez-vous assurer la protection des cadres et autres personnes de rang élevé? Réponse. Je devais protéger l'unité Yo 10. Question. Vous a-t-on affecté à la protection de hauts dirigeants? Réponse. Non. Question. Toujours devant les couches d'instruction, il s'agit du document suivant. D 234/23 ou E 3 bar 443. Vous avez indiqué dans ce document, dans cette déposition plutôt, que vous aviez travaillé comme garde assurant la protection de Nuon Chea. Maintenez-vous cette position, le président? Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La parole est au conseil de Nuon Chea. Maître Yanouzi. Moi, je n'étais pas ici pour le témoignage de Deutsch. J'ai toutefois lu les transcripts et je crois comprendre que des documents doivent être projetés à l'écran. N'est-ce pas la pratique? And I believe the witness is to be given a hard Et si j'ai bien compris, il faut remettre au témoin une copie papier du document. And as my friend who Et comme mon confrère qui vient d'arriver me le rappelle, il faut aussi qu'on nous donne les ERN des documents que l'on cite. Bon, អរគុណហើយដំណើរការបរិញ្ញាជាតិក៏បី Le président. Monsieur le procureur, vous devez suivre la pratique établie. Lorsqu'un document, plutôt lorsque l'on fait référence à un document devant un témoin, il faut fournir le RN ainsi que la cote du document. Vous
plutôt, il faut remettre les ERN des pages pertinentes dans les 3 langues. De plus, une copie papier doit être remise aux témoins pour qu'ils puissent l'étudier. Il faut aussi demander au témoin s'il peut lire, s'il sait lire, s'il peut lire le document, sinon, évidemment, ce ne sera pas tout à fait très utile de lui projeter le document, puisque si le témoin ne sait pas lire. Le procureur. Monsieur le témoin, savez-vous lire ou écrire? Le témoin. J'ai des problèmes de vue et je ne peux pas lire le document, je regrette. Le procureur. Monsieur le Président, comme le témoin indique qu'il ne sait pas lire ou qu'il ne peut pas lire, je ne sais pas s'il est toujours nécessaire de projeter les documents à l'écran. Ou devrais-je simplement peut-être lui lire à voix haute? Le Président. Comme nous l'avons indiqué, si le témoin ne sait pas lire, il n'est pas utile de projeter les documents à l'écran. Et il n'est pas utile de présenter un document à un témoin qui ne peut pas le lire. Mais toutefois, il faut donner les ERN de ces documents pour que les parties dans la procédure puissent bien connaître les documents dont on parle. C'est la pratique et il faudrait suivre cette pratique. À moins d'instructions contraires de la Chambre. La parole est au Conseil de la Défense. Maître Yannuzzi, je vous remercie. Cela veut donc dire que le document sera projeté à l'écran pour que nous puissions tous le voir, comme vous venez juste de dire. Et je pense que le témoin a indiqué qu'il a de la difficulté à lire. Peut-être que s'il avait une copie de papier sous les yeux, car je me souviens d'avoir lu dans une déclaration, il a dit qu'il sait lire le khmer. Donc il a dit que c'est un problème de vue, peut-être qu'il ne voit pas bien l'écran, enfin je n'en sais rien. Mais peut-être peut-on demander à l'accusation de lui remettre une copie papier. Le président. Monsieur le procureur cambodgien, n'ouvrez pas la boîte de Pandore, suivez la pratique, projetez le document à l'écran. Écoutez, c'est simple. Le président poursuit. Veuillez, s'il vous plaît, lire les ERN. Et assurez-vous que le document puisse être projeté à l'écran de sorte que les parties et le public puissent le lire. Il s'agit du document D, D3/443, ou plutôt D234/23. Ce document présente des questions et des réponses en ordre numérique. Si on peut voir la réponse 21. Le témoin a indiqué qu'il travaillait au sein de l'unité de protection affectée à la protection de Nonchia. Maître Yannuzzi. Excusez, monsieur le juge, Le président. Oui, je vous donne la parole. Veuillez, s'il vous plaît, être bref. Vous avez pris la parole plusieurs reprises ce matin. Et nous n'avons pas accompli grand-chose ce matin. Nous souhaitons entendre le témoin.
Sinon, cette audience ne servira qu'à entendre des objections plutôt que d'entendre la déposition du témoin. Maître Iannuzzi, je vous remercie. En effet, je serai très très bref. Je dois simplement brièvement revenir à la question que j'ai évoquée ce matin. Nous arrivons dans un thème où il est possible, je dis possible, que le témoin s'auto-incrimine. Il faut lui rappeler ses droits et je cite encore la partie de la règle 28.8 où il est écrit que si la question de l'auto-incrimination survient lors de si la question d'incrimination de soi-même se pose au cours de procédure, les juges d'instruction et les chambres suspendent l'audition du témoin et lui fournissent un avocat, à moins que le témoin n'y renonce. Cette renonciation doit être enregistrée conformément à la règle 25. Et il est possible que nous arrivions justement dans un thème qui pourrait mener à une auto-incrimination. C'est pourquoi je demande que l'on rappelle aux témoins ses droits, le droit de se prévaloir aussi des services d'un avocat. Et il s'agit, une fois de plus, d'une demande en vertu de la règle 29.9, dit l'orateur. សូមអញ្ជើញតំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិ Le président. La parole est au procureur international. Le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Écoutez, nous nous opposons fortement à ces objections répétées de la défense. S'il aurait dû en parler avant ou le faire en séance à huis clos, il s'agit d'un effort évident d'interrompre le témoignage du témoin. C'est scandaleux et je suggère que l'on prenne la pause et que l'on tienne une discussion sur cette question hors de la présence du témoin. Ce type d'interférence ne saurait continuer. Le président. Oui, la parole est à la co-avocate principale pour les parties civiles. Oui, Monsieur le Président, merci. Je trouve que ces interventions, effectivement, sont, à ce stade-là, abusives et déloyales. Parce que faire croire à ce témoin qu'il risque d'être poursuivi, c'est abusif et déloyal. Lui faire croire que le huis clos serait un moyen d'écarter les poursuites à son encontre, c'est faux, c'est abusif et c'est déloyal. En réalité, ce que veut M. Nunchea, c'est que les gens qui sont ici n'entendent pas ce que cette personne va dire. Je trouve qu'un tel comportement de la défense n'est pas correct. Les droits ont été rappelés à ce témoin. Mais je suggère à la Cour, pour peut-être régler la question une fois pour toutes, que la Chambre rappelle à ce témoin, dise à ce témoin, conformément à la règle 28.3b, que ce qu'il dira, et il n'en sera pas poursuivi devant les CETC, la Chambre peut lui dire très clairement qu'il a cette garantie. Je pense que ça pourrait mettre un terme à cette façon de procéder. Et encore une fois, je trouve que les interventions de la défense de cette sorte sont particulièrement déloyales, et je le dis très clairement. Le président. Oui, la parole est à la défense de Yang Sari. Maître Carnavas. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, et bonjour à tous ici présents. Je regrette d'être arrivé avec un peu de retard ce matin. La semaine dernière, alors que Deutsche déposait l'accusation, Bill Smith était là, mais la personne qui a pris la parole aujourd'hui était aussi là, alors qu'ils ont indiqué en public que Deutsche avait le droit de ne pas s'auto-incriminer. Ils n'ont pas demandé à ce qu'on aille en séance à huis clos. Et eux-mêmes ont pris la parole pour le dire. Et on dit que même si les poursuites étaient peu probables, la personne profite de ses droits. Ce que l'on entend de la partie civile est tout à fait faux. Car le reste de l'histoire, c'est comme ça. C'est que la personne pourrait se voir traduite en justice dans d'autres tribunaux, pas devant les CTC, mais cette personne court le risque d'être poursuivie devant les tribunaux cambodgiens. Si cela vaut pour Deutsche, pourquoi cela ne vaut pas pour cette personne? Si nous sommes pour avoir une audience transparente, eh bien, il faut qu'elle soit transparente. Je pense que la meilleure pratique est
que les parties peuvent déclarer à l'avance à la Chambre que cette personne pourrait en effet donner des réponses qui pourraient l'auto-incriminer et indiquer ou avertir, ou plutôt, de sorte à ce que la Chambre puisse avertir le témoin dès le début, de sorte à ce que le témoin sache bien en avance que s'ils veulent retenir les services d'un avocat, très bien pour eux, sinon que l'on lui pose des questions. Voilà la bonne pratique. Thank you, Your Honor. If I may reply very briefly. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, j'appuie les propos de mon collègue qui sont tout à fait dans la ligne de ce que je disais ce matin plus tôt. Je rejette aussi les affirmations du procureur pour ce qui est d'un comportement inapproprié de notre part. Je suis cependant d'accord avec le procureur pour dire que nous devrions passer maintenant en huis clos pour pouvoir discuter de cette situation entre nous et en toute transparence. Merci. Mr. President, Monsieur le Président, je n'ai pas suggéré que nous passions en huis clos. J'ai suggéré que cette discussion ait lieu hors présence du témoin. Je ne comprends pas pourquoi la défense estime devoir être le conseil de ce témoin. Doric, lorsqu'il s'exprimait concernant ses droits par rapport à M13. La situation n'est pas la même pour le présent témoin. La défense cherche à donner un effet d'intimidation. Il n'est pas correct, je pense, de soulever ce genre de questions en présence du témoin. La défense, je ne cherche à intimider personne, je veux suivre les règles qui ont été créées par ce tribunal pour sa propre procédure. Je suis donc tout à fait clair là-dessus. Je serais heureux de ne pas me trouver accusé de comportement inapproprié de façon répétée lorsque ce n'est absolument pas le cas. Je cherche plutôt à ce que l'on respecte correctement les règles que ce tribunal s'est donné lui-même. Le président. Y a-t-il telle ou telle partie souhaite-t-elle encore faire une intervention sur ce point? Le président. Aucune autre intervention de la part des partis. Par conséquent, nous allons maintenant observer une pause d'une demi-heure. Nous reprendrons à 11 heures. Le Conseil de Yangsari, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, étant donné la situation de santé de mon client, demande à être excusé
peut-on l'autoriser à suivre l'audience depuis sa cellule pour le reste de cette journée? Le Président, la Chambre prend note de la demande de Ieng Sary par le biais de son conseil. Ieng Sary demande à être excusé et à être autorisé à suivre l'audience depuis sa cellule. Cette requête est accordée. Ieng Sary peut donc suivre les débats depuis sa cellule. L'audiovisuel est prié de vérifier que la connexion entre la cellule de Ieng Sary et la salle est en ordre de marche. Veuillez, messieurs les gardes, ramener M. Ieng Sary à sa cellule. Les huissiers, veuillez porter assistance aux témoins pendant la pause, l'amener à la salle d'attente et le ramener à l'issue de la pause.